site qui se trouve, disons, en première couronne de la ville de Nîmes, on n'est pas dans le centre-ville. On a également d'habitat individuel et de maisons. Il y a un plan de prévention des risques d'inondation qui est très contraignant, c'est-à-dire qu'en réalité, ne peuvent être construits au niveau du sol et du rez-de-chaussée qu'un certain type de locaux. Et là, c'est assez inédit de se retrouver avec une école maternelle et un centre de loisirs petite enfance avec un équipement qui est entièrement sur pilotis, pratiquement porté au premier étage. Tous les locaux à occupation permanente doivent être mis hors de niveau des autres. Le choix a été de dire on met toutes les salles du même côté jardin, côté cour, côté bien exposé, derrière les platanes, et on met tous les locaux de support, dortoirs, sanitaires, etc. sur la partie nord de l'autre côté. Et on a comme ça une espèce de géographie un peu yin-yang de l'école, où effectivement toutes les salles sont portées du bon côté, tous les locaux de support sont restés au nord, etc. Donc on arrive à privilégier l'agrément d'avoir la vue sur le jardin. Comme on avait un premier étage fortement occupé et peu de programmes au rez-de-chaussée, il a fallu glisser tout ce qui était utile de pouvoir glisser sous le bâtiment. Donc voilà, on a pu offrir des préaux qui étaient peut-être plus larges que d'habitude et qui faisaient partie et qui étaient intégrés dans l'architecture. Il a fallu utiliser toutes les sous-faces, toutes les possibilités du programme. Alors la récurrence de l'image de la cour de récréation avec ses arbres, évidemment, elle est forte. Par contre, là où la réponse est plus atypique, c'est que pour gérer de même les autres contraintes hydrauliques, il ne fallait pas continuer à imperméabiliser non plus la cour. Donc vous voyez, il y a très peu d'enrobés dans la cour. Il y a uniquement le préau qui est traité en enrobé. Le reste de la surface est traité soit en surface végétalisée pour ne pas augmenter le problème de ruissellement, soit en platelage bois sous lequel figure le grand bassin de rétention en fait, de l'école. Donc on voit la présence de la pierre, du métal et du bois, qui sont le trio à partir duquel on a construit cette école. Donc la pierre comme matériau massif, lourd, de support et de fondation de l'école. Le métal comme matériau de structure léger et performant. Et in fine, le bois lui-même pour tout ce qui est, j'allais dire, des ouvrages courants, c'est-à-dire notamment l'ossature des façades et des planchers, qui sont toutes réalisées en ossature bois. Le principe d'utilisation de ces éléments de manière collaborative est aussi transcrit dans l'architecture, puisque si on regarde le bâtiment, on comprend comment il est construit. Et c'est très important, y compris par rapport aux enfants, de toujours montrer les choses telles qu'elles sont et qu'ils puissent comprendre à l'intérieur des classes ou dans la cour de récréation ou à n'importe quel endroit du projet, comment les choses sont faites les unes par rapport aux autres. Il y a une espèce de mécano comme ça qui est transparent et qui s'explique tout seul sans qu'on ait besoin de dire comment a été construit le bâtiment. Sur toutes les perspectives et sur tout le paysage autour, 4 orientations différentes et 4 paysages qui s'affichent à l'intérieur de l'école. Donc ça, c'est vraiment aussi très intéressant de pouvoir avoir une perception globale de tout l'environnement de l'école depuis un seul point. On n'a aucune perspective qui se ferme. On a toujours une possibilité de s'échapper visuellement ou par la lumière sur l'extérieur. Donc du coup, ça donne des espaces qui sont plus tranquillisants. Le paradoxe de l'histoire, c'est qu'il faut arriver à bien protéger sans faire des petites fenêtres et sans sacrifier la lumière naturelle. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de lumière naturelle dans les locaux, donc des grandes ouvertures, des grandes baies, des grandes fenêtres, et en même temps se protéger du soleil, donc surtout pas des fenêtres, surtout pas des baies, surtout pas des grandes fenêtres. Donc on a un paradoxe à gérer et c'est là le challenge de la conception architecturale intelligente et bioclimatique, c'est d'arriver à faire les deux, c'est-à-dire d'arriver à amener de la lumière naturelle abondante à l'intérieur des locaux, tout en s'en préservant du point de vue des apports solaires. Nous sommes dans un pays de soleil, dans un pays chaud, méditerranéen. Très important de travailler l'architecture pour que les baies, et notamment les baies exposées, soient bien protégées du soleil. Alors, il y a déjà les platanes qui jouaient leur rôle de manière naturelle, puisqu'ils existent, ils ont des feuillages et ils produisent un ombrage très important pour le bâtiment. Mais en plus de ça, on voit que l'architecture s'est dotée d'un certain nombre de dispositifs brise-soleil, notamment ces espèces de grands paravents comme ça, blancs en métal caillebotis qu'on voit avancer devant les façades, qui permettent de protéger une grande partie de la façade et qui est associé à un autre dispositif de brise-soleil, qui sont des brises-soleil extérieurs orientables qui viennent protéger les baies à l'extérieur.